Hey, comment ça va? Je retrouve pour une nouvelle vidéo que je refilme encore une deuxième fois parce que cette vidéo apparemment est enregistrée mais je ne la trouve pas. Donc bon, je vous la refais et on va faire deux personnages par deux match jusqu'à la fin qu'on aura fini la famille royale. Voilà, ça va être long mais c'est pas mon choix, c'est le portable qui veut pas. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mes nouvelles lunettes. Voilà, donc vous voyez un filtre bleu, ce qui est normal c'est le filtre bleu pour les écrans. Et donc du coup voilà, j'ai été les chercher vendredi et puis j'aime bien parce qu'il y a du vert et du marron. Ça change des habituelles lunettes toutes noires que j'avais, qui étaient rectangulaires, que j'ai depuis 2013. J'en pouvais plus les voir. Donc on va pas perdre de temps tout de suite, là on va direct attaquer dans le vif du sujet. Donc le roi Édouard VII, né Albert Édouard. Donc il est né le 9 novembre 1841 et décédé le 6 mai 1910. C'est le père d'Albert Victor Christian Édouard de Galles, donc en anglais Albert Victor of Wales, de George V né George Frédéric Ernest Albert, Louise du Royaume-Uni, donc Louise Victoria Alexandra Dagmar, de la princesse Victoria Alexandra du Royaume-Uni, de Maud de Galles, en anglais Maud of Wales, et d'Alexander John de Galles. Donc une fois veuve, la reine Victoria s'est retirée de la vie publique et peu après la mort du prince Albert, elle organisa un court voyage au Moyen-Orient pour Édouard. À son retour, il se fiança le 9 septembre 1862 avec la princesse Alexandra au palais de Laeken en Belgique en présence de son grand-oncle, le roi des Belges, Léopold Ier. Bertie et Alexandra se marièrent dans la chapelle Saint-Georges le 10 mars 1863. Ils avaient respectivement 21 et 18 ans. La reine Victoria était partagée sur l'opportunité de ce mariage étant donné le climat politique. Donc Édouard a eu des maîtresses tout au long de sa vie. Les historiens présument qu'il a eu à peu près 55 liaisons, mais son niveau d'application dans ses relations sont inconnus. Édouard faisait tout son possible pour être discret, mais ça n'a pas empêché les ragots dans la haute société et les rumeurs médiatiques. Il ne reconnut aucun enfant illégitime et il semble qu'Alexandra était au courant, mais a décidé de les accepter. Au cours de son voyage de retour depuis le Danemark par la Belgique le 4 avril 1900, Édouard échappa à une tentative d'assassinat quand Jean-Baptiste Sipido tira à 2 reprises sur la fenêtre du wagon de son train pour protester contre la Seconde Guerre des Boers. Sipido fut arrêté mais acquitté par un tribunal belge avant de s'enfuir en France. Lorsque la reine Victoria mourut le 22 janvier 1901, Albert devint roi du Royaume-Uni et des pays membres de l'Empire ayant le statut de Dominion, Canada et Australie, ainsi qu'empereur des Indes. Il choisit de régner sous le nom d'Édouard VII plutôt qu'Albert Édouard Ier, comme le souhaitait sa mère, pour ne pas sous-évaluer le nom d'Albert porté par son père et généralement utilisé seul dans l'aristocratie. Albert Édouard accède au trône à l'âge tardif de 59 ans, un record d'attente du trône aujourd'hui détenu par son arrière-petit-fils, le roi Charles III, qui fut l'héritier de la couronne de sa mère pendant 70 ans, 7 mois et 29 jours. John Boyton Priestley écrit « Je n'étais qu'un enfant quand il succéda à Victoria en 1901, mais je ne peux témoigner de son extraordinaire popularité. Il était le roi le plus populaire que l'Angleterre ait connu depuis le début des années 1660. » Édouard VII fumait habituellement 40 cigarettes et cigares par jour, et vers la fin de sa vie, il souffrit de plus en plus de bronchite. En mars 1910, le roi se trouvait à Biarritz. Quand il s'effondra, il y resta quelque temps pour récupérer, tandis qu'à Londres, Asquith essayait de faire passer la loi budgétaire. La mauvaise santé du roi fut gardée secrète et il fut critiqué pour rester en France alors que les tensions politiques étaient au plus haut. Le 27 avril, il rentra toujours souffrant au palais de Buckingham. Alexandra revint d'une visite auprès de son frère Georges Ier de Grèce à Corfou une semaine plus tard, soit le 5 mai. Le lendemain, le roi fut victime de plusieurs crises cardiaques, mais refusa de se coucher, en déclarant « Non, je n'abandonnerai pas, je continuerai, je travaillerai jusqu'à la fin. » Le prince de Galles lui dit que son cheval Witch of the Hare avait remporté la course de Captain Pork dans l'après-midi. Le roi répondit « J'en suis ravi. » Et ce furent ses derniers mots. Car il perdit conscience à 23h30 et fut mis dans son lit. 15 minutes plus tard, après une courte agonie, le roi Édouard VII mourut à l'âge de 68 ans. Son fils, le prince de Galles, lui succéda sous le nom de George V. Le 20 mai, son cercueil fut emmené dans Westminster Hall, où il fut exposé au public, et des centaines de personnes défilèrent devant celui-ci
pour rendre un dernier hommage au souverain. Après des funérailles nationales, le roi fut inhumé dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Dans The Guns of August, Barbara Tuchman décrit ainsi ses funérailles. Jamais tant de grands de cette terre ne s'étaient encore trouvés ainsi réunis. Jamais plus il ne devait l'être sous cette forme. En effet, 9 souverains européens et un grand nombre de nobles, dont beaucoup étaient apparentés aux défunts, étaient rassemblés pour cet événement. Ensuite, on va passer à George V, né Georges Frédéric Ernest Albert, qui est né le 3 juin 1865 et décédé le 20 janvier 1936. Il est le père d'Édouard VIII, en anglais écrit avec un W, George VI, né Albert Frédéric Arthur George, Marie du Royaume-Uni, Victoria Alexandra Alice Marie, le prince Henry William Frédéric Albert du Royaume-Uni, George, duc de Kent, donc George Edward Alexander Edmund, et le prince John du Royaume-Uni, qui est né John Charles Francis. En tant que jeune homme, destiné à servir dans la marine, le prince George reste plusieurs années sous le commandement de son oncle, le prince Alfred d'Édimbourg, qui est stationné à Malte. Sur l'île, il rencontre et tombe amoureux de la fille de son oncle, sa cousine Marie d'Édimbourg. Malheureusement, les mères, donc la princesse de Galles et la duchesse d'Édimbourg, s'y opposent. La princesse de Galles pense que la famille est trop pro-allemande et la duchesse d'Édimbourg n'apprécie pas l'Angleterre. Donc, la jeune Marie d'Édimbourg, sous les ordres de sa mère, refusa la proposition de fiançailles et elle épousera Ferdinand, l'héritier du trône de Roumanie, en 1893. En novembre 1891, le frère aîné de Georges, Albert Victor, se fiance avec sa cousine issue de Germain, la princesse Victoria Marie de Teck. Son père, François de Teck, appartient à une branche cadette et morganique de la maison de Windenberg, alors que sa mère, Marie-Adélaïde de Teck, est la petite fille en lignée masculine du roi Georges III et une cousine germaine de la reine Victoria. 6 semaines après ses fiançailles, Albert Victor meurt d'une pneumonie. Georges passe donc en seconde position dans l'ordre de succession au trône britannique et devenant un héritier direct. Il devient probable qu'il succède à son père. Georges vient juste de récupérer d'une grave maladie et reste alité pendant 6 semaines en raison d'une fièvre typhoïde. La reine Victoria continue de considérer Marie de Teck comme une partenaire possible pour son petit-fils Georges. Il se rapproche pendant la période de deuil. Une année après la mort d'Albert Victor, Georges et Marie se fiancent et ils se marient le 6 juillet 1893 dans la chapelle royale du palais St. James à Londres. Bien que le mariage ait été arrangé, les deux époux développent une profonde affection l'un pour l'autre et Georges est de son propre aveu incapable d'exprimer facilement par oral ses sentiments, mais du coup ils échangent fréquemment des lettres et des notes d'affection. La mort de son frère aîné met un terme à sa carrière militaire, étant deuxième dans l'ordre de succession derrière son père. Georges est fait duc d'York, comte d'Iverness et baronne Killarney par la reine Victoria le 24 mai 1892 et reçoit des leçons d'histoire constitutionnelle avec G.R. Taylor. Après son mariage avec Georges, Marie reçoit le titre d'Altesse royale, duchesse d'York. Le duc et la duchesse résident essentiellement au York Cottage, une résidence relativement petite à proximité de Sandringham House, où leur mode de vie ressemble plus à celui d'une famille aisée de la classe moyenne qu'à celui de l'aristocratie. Georges préfère une vie simple et paisible en opposition à la vie sociale effrénée de son père. Georges et Marie ont eu 5 fils et une fille. Randolph Churchill avance que Georges est un père strict dont les enfants ont peur et rapporte des propos de Georges à Edward Stanley. Mon père avait peur de sa mère, j'avais peur de mon père et je vais m'assurer que mes enfants aient peur de moi. Comme il n'y a aucune source directe de cette confidence, il est probable que l'éducation de Georges soit similaire à celle de la plupart des parents de l'époque. À la mort de la reine Victoria, le 22 janvier 1901, le père de Georges monte sur le trône sous le nom d'Édouard VII. Georges hérite des titres de duc de Cornouailles et de Rothesay et donc est alors appelé Son Altesse royale le duc de Cornouailles et de Rothesay, presque jusqu'à la fin de l'année, quand il deviendra prince de Galles. Édouard VII meurt le 6 mai 1910 et Georges monte sur le trône sous le nom de Georges V, à l'âge de 44 ans. Il écrit dans son journal « J'ai perdu mon meilleur ami et le meilleur des pères. Je ne me suis jamais disputé avec lui. J'ai le cœur brisé et je suis submergé par le chagrin. Mais Dieu m'aidera dans mes responsabilités et ma chère Marie sera le réconfort qu'elle a toujours été.
Puisse Dieu me donner force et conseil dans la tâche immense qui m'incombe. George n'a jamais apprécié l'habitude de son épouse de signer les documents officiels et des lettres par Victoria Mary. Il insista pour qu'elle abandonne l'un des prénoms. Ils jugent tous deux qu'elle ne devrait pas être appelée Reine Victoria et elle devient Reine Marie. Donc la Première Guerre mondiale prend un lourd tribut sur la santé de George V. Il est sérieusement blessé le 28 octobre 1915 quand il tombe de cheval lors d'un défilé militaire. Et son fort tabagisme n'a rien arrangé car il a eu des problèmes respiratoires assez fréquents. Il est victime d'ailleurs d'une bronchopneumopathie chronique obstructive et d'une pleurésie. En 1925, sur les conseils de ses médecins, il entame à contre-cœur une croisière privée en Méditerranée. Il s'agit de son dernier voyage à l'étranger. En novembre 1928, il développe un sepsis et son fils Édouard assura une grande partie des devoirs royaux au cours des 2 années suivantes. Au printemps 1929, la proposition d'un nouveau séjour de convalescence à l'étranger est rejetée par le roi, avec un langage plutôt grossier. Il préfère plutôt se retirer pendant 3 mois dans la station balnéaire de Bognor dans le Sussex de l'Ouest. Et à la suite de ce séjour, la ville adopte le suffixe Régis, donc le suffixe latin pour du roi. Et selon une rumeur qui se développe par la suite, ces derniers mots, lorsqu'on lui dit qu'il serait rapidement suffisamment en forme pour revisiter la ville, sont Bürger Bognor. Je me fous de Bognor. George ne récupère jamais complètement et durant sa dernière année, il reçoit occasionnellement de l'oxygène. Le soir du 15 janvier 1936, le roi se couche dans sa chambre de Stradingham House et se plaint d'un rhume. Il ne quittera pas sa chambre en vie. Il devient de plus en plus faible et alterne entre état conscient et inconscient. Le Premier ministre Baldwin dit « Chaque fois qu'il reprenait conscience, il posait des questions ou des remarques aimables. Il avait des mots gentils. Il dit néanmoins à son secrétaire « Comment va l'Empire ?» Une phrase inhabituelle sous cette forme, et le secrétaire répondit « Tout va bien, monsieur, avec l'Empire. » Et le roi lui lança un sourire et sombra à nouveau dans le coma. Le 20 janvier, le roi vit ses dernières heures. Ses médecins, avec à leur tête Lord Dawson of Penn, publient un bulletin avec ces mots. La vie du roi avance paisiblement vers sa fin. Le journal privé de Dawson, que Dawson tient, retrouvé après sa mort, et publié en 1986, révèle que les derniers mots du roi sont « God damn you !»« Soyez maudite !» qui a balbutié et qui sont adressés à son infirmière alors qu'elle lui a administré un sédatif dans la nuit du 20 janvier. Dawson écrit qu'il avait accéléré la mort du roi en lui injectant une dose létale de cocaïne et de morphine, afin, précise-t-il, de préserver sa dignité, mais aussi d'épargner à la famille la vision d'une agonie lente et ainsi leur permettre de conserver le souvenir agréable de l'homme qu'il fut toute sa vie, et d'éviter ainsi d'en avoir pour dernier souvenir l'image d'un vieillard agonisant et maintenu en vie uniquement pour la sacralité de celle-ci. Enfin, Dawson expose toujours dans son journal un dernier argument justifiant son geste. L'idéal était que l'heure de la mort du roi, 23h55, puisse être annoncée dans l'édition matinale du journal The Times, plus que dans les moins appropriés journaux du soir. Après plus de 25 ans de règne, le roi George V s'éteint dans la nuit du 20 janvier 1936, entouré de sa famille dans sa résidence de Stradingham House, à l'âge de 70 ans. Son deuxième fils, le duc d'York, devient l'héritier présomptif de la couronne. La nouvelle de la mort du roi est annoncée au monde tôt le lendemain de son décès, à la radio par la BBC. Depuis Hyde Park, la Tour de Londres et d'autres endroits dans le pays, 70 coups de canon sont tirés en hommage au roi. Le compositeur allemand Paul Hindemith se rend dans un studio de la BBC le matin après la mort du roi et écrit en 6 heures la suite, Trahome Music, musique funèbre, qui est joué en direct le soir à la radio par l'orchestre symphonique de la BBC dirigé par Adrian Boult. Au cours de la procession amenant la dépouille de George V dans Westminster Hall, une partie de la couronne impériale des Indes tombe du sommet du cercueil et atterrit dans le caniveau alors que le cortège est en train de tourner dans le New Palace Yard. Le nouveau roi, Édouard VIII, vit l'incident et se demanda s'il s'agissait d'un mauvais présage pour son règne. Ironie du sort, il abdiquera en décembre de la même année à cause de ses frasques amoureuses et son frère Albert d'York est couronné sous le nom de George VI. En signe de respect par leur père,
les 4 fils vivants de George V, Édouard, Albert, Henri et Georges, montent la garde devant le catafalque la nuit avant les funérailles. Cette cérémonie n'est pas répétée avant 2002, à la mort de la bru du roi George V, la reine consort, puis reine-mère Élisabeth, veuve du roi George VI. Le roi George V est inhumé dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, aux côtés de son père, le 28 janvier 1936. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de faire comme tout à l'heure où voilà, j'ai éteint pour faire la suite, sauf que j'ai pas trouvé cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se revoit donc dimanche prochain pour la suite. On va essayer de finir au plus vite, de faire 2 par 2 pour vite finir. Et pour après repartir sur des vidéos beaucoup plus légères, beaucoup plus reposantes. Parce que je vous avoue que là, la famille royale, j'aime bien la famille royale britannique, hein, mais là j'en ai un peu marre. Surtout que je dois faire 2 fois la même vidéo. Mais bon. J'espère en tout cas que ça vous a plu cette petite vidéo. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!